Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Et à 8h46, c'est l'heure de nos grands débats avec nos éditorialistes Lydia Guirous, Elisabeth Lévy et vos appels au 0800 26 300 300. On commence par cette question, Patrick, qu'on pose sur Twitter. Est-ce qu'on a retiré ou pas le masque trop tôt? Pour l'instant, nos auditeurs considèrent que non. Et on a un auditeur qui nous appelle au 0800 26 300 300. C'est Richard de Toulouse. Bonjour Richard. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, alors Richard, quel est votre sentiment sur cette question? Le sentiment, c'est qu'on est en train de réaliser que finalement ce masque est très efficace, beaucoup plus efficace que nos vaccins. Donc ma position à moi, c'est de laisser les personnes, bien sûr, libres de porter le masque. Et surtout, ça va peut-être choquer un peu, mais c'est de les rembourser les vaccins. Ils ont coûté 6 milliards en fait en 2021, c'est sur la tribune, vous pouvez le retrouver. Il y a plus de la moitié, c'est l'achat des vaccins, le reste c'est pour vacciner les gens. Il y a un coût énorme. Et 6 milliards, c'est juste 50 000 lits d'hôpitaux. Lits médicalisés avec le personnel autour. Donc je pense qu'il faut qu'on réalise qu'aujourd'hui, nos vaccins ne sont pas efficaces. Ils n'ont pas tenu leurs promesses. Après, Richard, notamment pour les personnes qui sont beaucoup plus sensibles et délicates, là, il peut y avoir de l'efficacité pour éviter que ce ne soit trop grave, quoi. Ben, c'est ce qu'on dit, mais je pense qu'aujourd'hui, je préférerais qu'on ait plus de lits d'hôpitaux pour ces personnes-là, qu'on puisse les médicaliser assez tôt. Et je pense qu'on sauverait plus de vies par ce biais-là. Puisque pour les variants type Omicron, je pense que tout le monde connaît autour de lui des personnes qui ont été triplement vaccinées et qui ont été en fait bien malades. Alors qui ont été bien malades, ou alors là il y a l'épidémie en fait actuelle, c'est-à-dire que ça reprend, ça flambe de nouveau. On a vu des chiffres, près de 30 000 cas hier, mais sans véritable conséquences, quoi. C'est un rhume, une petite grippe ou une petite angine, quoi. C'est ce qui se passe. Vous avez, vous, Richard, des gens autour de vous là qui ont été touchés de nouveau? Oui, mais avec sur des durées très courtes, quoi. C'est 1 jour, 2 jours de fièvre et puis plus rien. Alors après, la question qui se pose aussi, c'est qu'en 2021, pour parler gros sous, on a dépensé exactement 6 milliards aussi de tests. Et ces tests, il s'avère qu'ils ont une fiabilité qui est douteuse. On a des petites crèves qui traînent aujourd'hui. Et moi, j'ai bien peur qu'on ait au milieu de ça beaucoup de faux positifs, quoi. Bon, a priori, quand même, ça a l'air de plutôt bien marcher, même s'il y a, vous avez raison, il y a sans doute des faux positifs. Bon, en tout cas, ce que vous dites, vous, Richard, c'est par rapport, donc, bon, on a compris, en fait, sur les vaccins, donc, bien sûr, et par rapport au masque, qui était aussi la question du jour, c'est, les gens qui le sentent, ou en tout cas, quand ils sont dans des lieux où il y a peut-être une trop grande concentration, c'est de continuer de porter le masque, quoi, pour éviter, c'est ça en ce moment, quoi. Donc des mesures de bon sens, en quelque sorte, quoi, aussi. Voilà, ça peut éviter une simple grippe. Mais est-ce qu'on n'est pas allé un tout petit peu trop vite pour libérer partout, aussi, quand même, ce masque, Richard? Moi, je crois à la responsabilité des gens. C'est pour ça que je prône les gens, si le vaccin est efficace, ils se vaccineront. Les personnes qui ont peur et qui pensent que ça a un effet. Et c'est pour ça que et c'est pareil pour le masque. Les personnes qui craignent pour eux, ils mettront le masque. Après, et les autres personnes qui disent, moi je me sens pas du tout à risque. Et puis et j'utilise mon libre arbitre et on rendra aux gens en fait, plus qu'une partie de leur liberté, on rendra aux gens de l'estime en fait, en les responsabilisant. C'est ce qu'on fait toujours tous les jours dans nos entreprises. C'est vrai. On ne peut pas être performant sans responsabiliser. Merci beaucoup, Richard, au 0826 300 300. Avant de prendre un autre appel, puisqu'il y a des appels au 0826 300 300, le standard de Sud Radio. Un mot avec vous, Elisabeth Lévy, et puis Lydia Guirous. Est-ce que vous faites attention, et dans votre entourage aussi, on porte le masque quand on est dans des lieux un petit peu plus sensibles ou pas? Elisabeth? Elisabeth, non? Non. Moi, je dois dire... Non, mais si vous voulez, moi, j'ai quand même un sentiment. C'est qu'on est arrivé à un moment où on n'arrive pas de toute façon à enrayer les contaminations, d'autant plus qu'il y a des asymptomatiques. Donc, si vous voulez, soit on vit avec, et effectivement,
il faudrait savoir maintenant l'état de protection que donne le vaccin contre les formes graves, parce que je dois dire, si vous voulez, qu'on a quand même eu des déconvenues avec ce vaccin et que je suis un peu sidéré que la stratégie vaccinale du gouvernement n'ait absolument pas bougé avec ces déconvenues. Alors, je dis pas que, si vous voulez, c'est de la faute de personne, mais il se trouve que ce vaccin ne protège pas du tout contre la contagion, ou très peu, et qu'on a continué à nous raconter pendant des semaines et des mois que c'était pour protéger les autres en nous faisant du prêchi-prêcha. Donc là, stop. Là, effectivement, je pense que ça doit relever du choix individuel, qu'il faut effectivement s'occuper de l'hôpital. Mais moi, les mesures contraignantes, là, je commence, si vous voulez, on n'arrive pas à l'enrayer. Vous voyez bien que des gens se protègent, ils sont triplement vaccinés, ils mettent des masques et ils sont quand même contaminés. Donc, qu'on laisse les gens maintenant décider de leur niveau d'inquiétude. D'inquiétude, quoi. Lydia Guirousse? Oui, moi je pense que effectivement il faut revenir à la responsabilité individuelle. Si certains ont des raisons médicales ou des inquiétudes et qu'ils préfèrent le porter, qu'ils portent le masque, et puis laisser les autres. Que voilà, on peut décider chacun. Je pense que la maladie aussi doit circuler. Le virus, vous voulez dire? Oui, le virus, et que, enfin voilà, l'immunité collective peut-être pourrait à terme nous protéger. Et il y a un élément, c'est que avec le masque, on s'est tellement protégé qu'on devient un petit peu plus fragile. Et là, il y a déjà le retour de la grippe. Moi, je me souviens qu'il y avait eu l'hôpital Necker qui avait alerté, puisque les enfants, avec l'ensemble des protocoles, avaient été extrêmement protégés, et ils n'ont pas pu faire leurs immunités, et des maladies qui pouvaient être bénignes ont fait que des nouveau-nés ont fini parfois sous respirateur pour des maladies qui étaient normalement soignées avec un bon antibiotique. Donc je pense qu'il faut qu'on retrouve aussi l'habitude de vivre et de se confronter aux microbes, de se confronter aux microbes, de tomber malade. On a le vaccin aussi qui nous protège, et puis voilà, on tombe malade, on passe un mauvais moment pendant quelques jours pour la majorité d'entre nous, hein, je parle pas de ceux qui peuvent développer des formes graves, et puis après on se relève et puis la vie continue. Autre appel, hein, Laurence. Oui, ça réagit beaucoup, et sur notre compte Twitter, hein, d'ailleurs la notion de test revient aussi beaucoup chez nos auditeurs, et au standard au 0826 300 300 Sud Radio, et c'est Maria qui nous appelle du Tarn. Bonjour Maria. Bonjour Maria. Bonjour. Bonjour Maria. Vous voulez réagir aussi, je crois, autour du pass vaccinal, hein, c'est ça? Voilà, justement, parce que le gouvernement a enlevé le pass vaccinal partout, à partir du mois de mars, là, sauf dans les hôpitaux. Et je vois que c'est parti un peu aux oubliettes dans cette histoire du pass vaccinal. Ça arrange tout le monde, puisqu'on peut vivre, entre parenthèses, normalement, mais ils ne pensent pas à ceux qui doivent se faire soigner dans les hôpitaux. On est obligé, si on n'est pas vacciné, de se faire tester chaque fois qu'on y va. Et là, entre des élections, ce qui se passe en Ukraine, ce qui est vraiment malheureux, bien sûr, mais le pass vaccinal, c'est parti aux oubliettes, je trouve. Oui, c'est vrai. On en parle en fait beaucoup moins. Il est obligatoire encore dans les hôpitaux, dans les maisons qui accueillent aussi les personnes âgées, hein, dans les EHPAD, etc. Moi, je vois, nous, on est obligé d'aller souvent dans les hôpitaux se faire soigner. Là, en ce moment, mon mari a un problème, il faut qu'on y aille toutes les semaines, et toutes les semaines, on est obligé de se faire tester. Alors, comment vous faites de notre poche. Quel test vous faites? Un autotest ou alors un antigénique ou PCR? Celui qui fait les infirmières. Hein. Pardon, celle? Le PCR. Hein. Le PCR, le PCR. Et oui, parce que pour l'hôpital, il faut la preuve comme quoi. Oui, c'est vrai. Et donc ça, on est obligé de payer notre poche en plus. Oui. Ah bah oui, puisque vous n'êtes pas vacciné, c'est ça. On n'est plus vacciné, voilà. Et donc on est obligé de. Et ça, si vous voulez, pour moi, ça fait des soins à double vitesse. Où on se fait soigner, mais on fait le test. Soit, si on ne peut pas faire le test, on ne se fait pas soigner. Oui. Et puis en tout cas, on ne peut pas se déplacer dans certains lieux, quoi. Hein. Donc voilà, si on n'a pas. Merci Maria. Voilà, je crois qu'il n'y a plus que l'hôpital. Hein. Tout ce qui est restaurant et tout, très bien, quoi. Mais le médical, alors, c'est encore là-dessous. Oui, et Elisabeth, vous disiez il n'y a plus que le seul lieu aujourd'hui où c'est obligatoire, c'est l'hôpital, effectivement. Et Mario Maréchal a parlé.
non? Comment? Les EHPAD, oui. Non, mais vous avez parlé, je veux dire, il n'y a plus dans les transports, plus dans les restaurants. Et Marion Maréchal, je crois, vous en a parlé tout à l'heure, il y a quand même cette question, si vous voulez, des soignants non vaccinés. Et là où c'est devenu complètement absurde, si vous voulez, c'est quand on a fait revenir les soignants vaccinés et positifs. Donc alors là, si vous voulez, on est, dans un monde de cinglés quand même. Il y a effectivement les gens qui sont suspendus aujourd'hui. Et il y a une autre question, à terme aussi, dans 10 jours pour le premier tour. Est-ce qu'il faudrait rendre obligatoire, par exemple, le masque dans les bureaux de vote, Lydia Guirous? Alors ça, je ne sais pas. Je sais pas si on peut faire modifier les choses comme ça. Ce sont des règlements spécifiquement pour se rendre dans les bureaux de vote. Je sais pas. J'avoue que là encore, moi j'irais plutôt vous, à titre personnel, à titre personnel, oui, moi j'irais plutôt encore une fois vers la responsabilité individuelle de chacun, et chacun peut mesurer s'il y a risque ou pas au regard de sa situation. Mais pour revenir sur l'hôpital, moi j'estime que l'hôpital c'est un lieu un petit peu particulier, parce que c'est un lieu où se trouvent des personnes qui sont vulnérables, qui sont fragiles, et c'est un lieu où il y a quand même, où c'est devenu une maladie nosocomiale, voire parfois la première maladie nosocomiale. Donc c'est normal qu'il y ait une attention beaucoup plus particulière. Ce qui m'étonne, c'est que certains hôpitaux ont gardé parfois des protocoles, notamment pour les accompagnants de malades aux urgences, qui sont ceux de la première vague. Il y a des hôpitaux où vous avez un membre de votre famille qui entre aux urgences, vous ne pouvez pas l'accompagner. Et je trouve que ça, c'est quand même très dur de ne pas l'accompagner, même si vous avez votre passe vaccinal et que vous êtes vacciné 3 fois. Donc il y a comme ça des règlements au niveau de chaque établissement qui sont qui relèvent d'une rupture d'égalité, je dirais, au niveau du territoire. Et Elisabeth Lévy, un dernier mot. Un mot sur les bureaux de vote. Eh bien, moi, je trouve que symboliquement, c'est terrible, si vous voulez, d'imposer ce serait terrible d'imposer encore une fois, Lydia a raison, ceux qui veulent le porter, bien sûr. Et d'ailleurs, moi, je vois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à le porter. Bon, chacun fait effectivement ce qu'il veut, mais en termes symboliques, je trouve que l'élection, c'est quand même ça a un rapport avec la liberté, avec notre conscience, notre pleine conscience, si vous voulez. Et je trouve que symboliquement, imposer quelque chose qui est un bâillon, je veux dire, ce serait terrible. Merci. Allez, dans un instant, on va parler avec Éric Revel. C'est Revel en campagne et Revel à la campagne précisément. Le monde rural. Grand absent de cette présidentielle. On en parlera également tout à l'heure à 9h30 avec notre autre invité sur le monde rural et la banlieue, Laurence. Oui. Dans la vérité, en face, on parlera des banlieues, mais aussi des campagnes. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre ces territoires oubliés? On sera notamment avec Nils Planel, qui est expert en innovation sociale et auteur d'un essai passionnant, Là où périt la République, aux éditions de l'Aube. À suivre dans quelques instants, donc, Revel en double campagne. Sud Radio, il est 8h59. Grand matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Bonjour Éric Revel. Sud Radio, présidentielle 2022. Bonjour Éric Revel. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Alors Revel en campagne à la campagne ce matin. Vous voulez nous parler de la ruralité, du monde agricole, qui sont, selon vous, les grands absents de cette présidentielle. Bah oui, je trouve, et je vous le dis ce matin, cette France rurale, cette France périphérique, comme l'a écrit le géographe Éric Gully, cette France silencieuse, ce monde agricole, c'est l'un, des grands oubliés de la campagne présidentielle de 2022. Alors, passé le salon de l'agriculture, où la plupart des candidats vont, le monde agricole n'intéresse plus grand monde. Une fois que les portes de la plus grande ferme du monde ont fermé, on parle plus d'agriculture. Ou plutôt si, on en parle de cette France de nos campagnes, mais négativement, comme si le monde rural et agricole était réduit à la question des pesticides, à celle de la souffrance animale ou à celle de la chasse. C'est souvent par ces biais que l'on aborde dans cette présidentielle, malheureusement, le monde rural et agricole. Et ce sont sur ces sujets, en fait, que les candidats débattent. Oui, cette France agricole qui souffre, Éric, ses revenus modestes souvent, on entend peu aussi la voix des territoires. Les agriculteurs sont dans les champs et rarement dans les rues, même. Alors quand ils vont dans les rues, ça fait du bruit quand même. Voilà, ça s'appelle des jacqueries, mais vous avez raison, je regardais les chiffres de l'INSEE. Le revenu agricole moyen par ménage, il est de 52 000 euros par an. Ça fait un peu plus de 2 000 euros mensuels pour des gens qui ne comptent pas leurs heures de travail et qui nous nourrissent. Mais le plus frappant, c'est que quand vous regardez dans le détail sur ces revenus modestes, donc, seuls
un tiers, écoutez bien, un tiers provient de l'activité agricole. Le reste de ce qu'ils gagnent, c'est souvent un salaire de complément d'un des conjoints du couple qu'ils portent. Mais seul un tiers des revenus des agriculteurs dans notre pays proviennent de leur activité agricole. Et ce monde agricole du fond de nos campagnes, souvent en détresse, les plus petits agriculteurs, ils le savent bien, ça fait pas de bruit, oui. Vous avez raison, c'est pas dans la rue, ça brûle pas des voitures, ça tire pas des mortiers sur la police, comme on le voit dans certaines banlieues des grandes métropoles. C'est en silence et quasiment dans la plus grande indifférence que ce monde rural tend d'ailleurs à disparaître, vous le savez bien. Et puis, vous en parliez tout à l'heure, la flambée d'énergie. Est-ce que vous imaginez les difficultés financières pour les plus petites exploitations agricoles? Et pourtant, il n'y a pas de jacquerie, il n'y a pas de manif dans les rues, il n'y a pas de tir de mortier. Tout ça est plutôt calme, certaine dignité des citoyens de la campagne. Oui, alors pas de tir de mortier, mais parfois du lisier, tout de même de déverser devant les préfectures. On l'a vu à de nombreuses reprises. Et ce qu'il faut dire aussi, Éric Revel, c'est que le monde agricole est essentiel à notre souveraineté nationale. Et la guerre en Ukraine actuellement nous le rappelle tous les jours. Oui, la guerre en Ukraine nous rappelle tous les jours que l'autosuffisance alimentaire est un bien précieux. La production de blé, d'orge, de maïs, de céréales en général, Patrick, est une composante évidemment essentielle de la souveraineté nationale. Au même titre que cette guerre nous rappelle que nous avons besoin d'un budget de la défense en hausse, nous devrions, les candidats peut-être, devraient faire un effort budgétaire en matière de surface cultivée, de formation agricole, de revalorisation de tous ces métiers de la ruralité dont nous avons besoin. Parce qu'encore une fois, on le voit bien avec la guerre en Ukraine, nourrir un peuple, c'est essentiel. Mais le monde agricole, vous l'avez dit Patrick, ne fait pas de bruit. Alors du lisier, c'est pas des mortiers non plus. Les candidats à la présidentielle, souvent des grandes villes, regardent ailleurs. On parle de Start-up Nation et moins de labourage et de pâturage. La modernité aussi, me semble-t-il, c'est de ne pas oublier la terre. Voilà. Oui, absolument. Et il va y avoir d'ailleurs un grand oral pour les candidats en cette semaine. Grand oral. On verra si les candidats vont aller devant les agriculteurs. Est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, qu'on oublie un petit peu ce monde agricole dans cette campagne? Vous nous appelez 0826 300 300. D'ailleurs, tout à l'heure, entre 9h30 et 10h, dans La Vérité en face, c'est banlieue et campagne, les oubliés de la présidentielle, point d'interrogation. On se penchera sur ce sujet. Est-ce que vous avez le sentiment aussi, Elisabeth Lévy, Lydia Guérousse, pour répondre un petit peu à ce que disait à l'instant Éric Revel, que l'agriculture, aujourd'hui, il y a un poids qui est moins conséquent dans notre économie et qu'on en tient moins compte finalement? Moi j'ai peur de vous paraphraser parce que vous avez excellemment traité le sujet. On devrait en parler, et notamment à un moment où on se rend compte que notre souveraineté alimentaire c'est important, sauf que dans notre pays il faut visiblement, je ne sais pas, il faut peut-être casser un peu pour qu'on s'occupe de vous. Ce qui vient de se passer en Corse, excusez-moi, où le gouvernement a cédé en race campagne parce qu'il y avait des manifs, alors parce qu'ils se sentaient coupables évidemment de la mort tragique d'Ivan Colonna pour défaillance de l'État, mais aussi parce qu'il y avait des manifestations qui menaçaient de mal tourner, et hop, le gouvernement a tout de suite lâché ce qui pourrait être éventuellement la fin d'une négociation. Donc oui, voilà, je réponds oui à votre question. Vous n'en parlez pas. C'est vrai, vous n'avez pas tort sur ce que vous dites, Elisabeth Lévy. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, et encore récemment, quand on interrogeait les agriculteurs sur des actions qui pouvaient être parfois assez violentes, où il y avait des choses qui étaient cassées, pillées. C'est arrivé. Certes, on ne s'attaque pas à la police comme directement dans certains endroits. Et les agriculteurs vous répondaient, oui, mais si on ne casse pas, on nous entend pas. Lydia Guérousse, dans le monde politique, il faut, pour se faire entendre, parfois, il faut en arriver à des actes assez violents. C'est l'impression que ça donne. C'est vrai que lorsque les banlieues
s'enflamme. Vous avez une succession ensuite de propositions, de dispositifs qui sont mis en place, et ça donne l'impression, en tout cas, à une majorité silencieuse de Français qui respectent les règles, qui essayent de faire les choses comme il faut, qui ne font pas de bruit. Et c'était aussi une des causes, je pense, du soulèvement des Gilets jaunes, c'est que c'était une partie de la population qui travaillait et qui avait l'impression de ne pas y arriver, de ne jamais être entendu, de ne jamais être considéré. Et donc ils en sont arrivés à la conclusion qu'il fallait des opérations un petit peu plus dures pour pouvoir être entendus et obtenir des choses. Malheureusement, quand on observe les événements, on a l'impression qu'effectivement c'est en parlant très fort, voire en allant un peu vers la violence que l'on obtient des choses. C'est vraiment malheureux et moi je le déplore. Mais pour revenir sur le monde agricole, la ruralité, ça a été longtemps oublié par les politiques qui ont préféré plutôt orienter les dotations, les subventions, les grands plans en faveur des banlieues, oubliant le développement des campagnes où vous n'aviez pas d'accès au transport, où vous étiez vraiment isolé. Il y avait les fameuses zones blanches aussi. Et moi, j'avais un jour dit sur une grande chaîne de télévision que c'était plus facile d'être en Seine-Saint-Denis que d'être dans un village au fin fond de l'Ardèche, et on m'était tombé dessus en disant que je ne connaissais pas les territoires et que c'était scandaleux. Mais je le maintiens, pour avoir vécu dans une ville très difficile comme Roubaix, et pour avoir connu la campagne, puisque mes parents ont quitté Roubaix pour aller à la campagne, nous étions beaucoup plus isolés et nous avions pas accès à une bibliothèque, à un conservatoire, à des théâtres, à des lieux de culture et même de loisirs à la campagne, alors que c'était le cas dans cette ville qui est une ville périphérique à Lille et qui dispose de toutes les infrastructures pour peu qu'on ait envie de faire quelque chose de ces journées. Donc oui, c'est vraiment le parent oublié, et il y a une vraie souffrance dans le monde agricole avec, il ne faut pas l'oublier, un niveau de suicide qui est extrêmement élevé chez les agriculteurs et des familles souvent qui se retrouvent seul avec un parent qui a préféré mettre fin à ses jours. Il y a une grande détresse et c'est dommage d'oublier ces agriculteurs parce que ce sont eux qui nous nourrissent et qui font vivre un peu le pays. Oui, c'est vrai. Éric Revel. Oui, juste, je rappelais ce chiffre quand même. Sur le revenu moyen des agriculteurs calculé par l'INSEE, il y a juste un tiers qui vient de leur travail. Le reste, c'est des compléments. Mais si vous prenez la valeur moyenne, ça fait 17 000 euros. Ça veut dire que pour un couple qui travaille sur une exploitation, ça fait 500-600 euros par mois de leur travail agricole. Or, l'incohérence, et c'est pour ça que je parlais de la guerre en Ukraine, même si évidemment on n'est pas du tout dans cette situation, on ne sera pas dans les famines de la faim qui menacent l'Égypte ou certains pays du Maghreb, mais l'incohérence, c'est qu'on s'aperçoit que la production agricole est déterminante à l'occasion de cette guerre terrible en Ukraine, et que pourtant ceux qui sont les moins payés et ceux qui travaillent le plus, c'est précisément ceux qui pourraient nous assurer et qui nous assurent encore cette souveraineté alimentaire essentielle. Et c'est là où il y a quand même un problème, il faut quand même le souligner, parce que les banlieues flambent parfois, ils obtiennent parfois des choses, et ces gens qui sont plutôt taiseux, silencieux, eux ils continuent à produire pour les Françaises et les Français, et on voit bien comme c'est important en ce moment. Et finalement, comme ils la ramènent pas trop, passez-moi l'expression, les candidats en parlent pas trop. Et ça, c'est déplorable. Oui, c'est vrai. Alors, sauf que il y a quand même eu la crise du Covid, avant même la guerre de la Russie en Ukraine, qui a marqué quand même ce souci peut-être d'une ambition de souveraineté alimentaire que l'on avait effectivement en France et qu'on était peut-être en train aussi de perdre, Éric Revel. Et ensuite, Elisabeth Lévy et Lydia Guiroussier. Et les auditeurs, il y a beaucoup d'auditeurs qui attendent. Évidemment, Patrick, mais je le disais tout à l'heure, quand on est devant une guerre, on se dit, tiens, il faut sans doute rehausser le niveau de notre budget de la défense. Bon, très bien. On voit bien pourquoi, se défendre, des armes, très bien. Mais on se dit pas, à l'aune de ce qui se passe en Ukraine et en Russie, le grenier à blé d'une partie de l'Europe, on se dit pas, tiens, mais est-ce qu'il faut pas renforcer nos moyens au ministère de l'Agriculture, avec des formations, avec des surfaces cultivées, regarder où on en est, ce qu'on produit, vous voyez? C'est-à-dire que ce réflexe, là, on devrait l'avoir, parce que sous notre nez, on s'aperçoit que la souveraineté alimentaire, c'est essentiel dans la notion de souveraineté, et pourtant, le réflexe, c'est de dire, il faut se défendre, certes, donc augmentons le budget de la défense, mais il ne s'est rien passé. Je n'ai pas entendu le ministre de l'Agriculture, par exemple,
donner des moyens supplémentaires aux agriculteurs. Vous imaginez ce que ça représente, tout à l'heure je crois que Félix Mathieu en parlait sur Sud Radio, mais vous imaginez ce que ça représente, la flambée du prix du gazole ou du gaz pour des exploitations petites ou moyennes. Mais c'est un cataclysme. Ils sont en faillite du jour au lendemain. Bon, ces gens, on les entend pas. Je crois qu'ils ont fait une réforme au niveau des retraites. Des agriculteurs où ils ont garanti un minimum parce qu'il y a des retraites qui étaient à 300 € et maintenant il y a un minimum pour les retraites des agriculteurs. C'est déjà un premier pas. Oui, c'est vrai. Quand certains n'avaient quasiment pas de retraite ou en tout cas simplement des reversions. Hein. Je parle en fait des femmes, des épouses des exploitants agricoles. Vous voulez réagir sur ce sujet et sur d'autres, notamment nos questions du jour. 0826 300 300. Laurence, et vous avez la parole dans un instant. Voilà, et puis on reparlera aussi de cette dernière ligne droite de la campagne présidentielle. Est-ce que vous êtes sûr d'aller voter ou pas? On attend bien sûr vos commentaires et vos appels. Sud Radio 9h17. Le grand matin Sud Radio 7h10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Et avant de poursuivre nos grands débats du matin, notez à partir de 9h30 dans 10 minutes dans La Vérité en face, banlieue et campagne. Est-ce les grands oubliés de cette campagne présidentielle? On vous pose la question au 0826 300 300 et on se posera la question avec nos invités Nils Planel, qui est expert en innovation sociale, auteur de Là où périt la République, et Nadir Kaya, qui est responsable associatif, président de Banlieue Plus. On retrouve Lydia Guérousse, Éric Revel, également Elisabeth Lévy, et vos appels au 0826 300 300 pour réagir à l'actu de votre choix. Et vous continuez à voter d'ailleurs à notre question sur Twitter. Est-ce que vous allez voter définitivement ou pas pour le premier tour? Et nous, on n'a pas d'hésitants, pas d'abstentionnistes sur Sud Radio. À 84%, nos auditeurs sont sur deux. D'aller voter. Alors, qui est en ligne avec nous? C'est Richard, je crois. Richard de Périgueux. Oui, bonjour Richard. Bonjour. Oula. Bonjour. Bonjour, oula, qui tousse comme ça, c'est pas... non, c'est pas moi qui tousse. Non. C'est moi qui avais les travers, pardon. Sur deux notions très très fortes, puisque vous en avez déjà un peu parlé, c'est le droit et l'égalité en santé, le droit d'être en bonne santé. Le droit d'être en bonne santé, c'est ce qu'a montré la crise du Covid, c'est tous ces gens, c'est tous ces personnes porteurs de maladies chroniques qui sont atteints et qui sont souvent aussi décédés de ces maladies. Et cet effort ne doit pas se porter uniquement sur l'alcool et le tabac, mais aussi sur les polluants environnementaux. Et ces polluants environnementaux, on ne cherche pas à les causes et les origines parce que ça arrange bien l'industrie. Et ça, c'est un vrai problème. Et on voit bien que quand on mange de la nourriture de qualité produite par des agriculteurs, on voit bien que nos cancers diminuent de 25 à 50%. C'est une étude française. Donc ça, c'est la première chose. Le droit d'être en bonne santé me semble un impératif dans une société. Et alors, justement, l'égalité en santé. L'égalité en santé, c'est tout simplement le fait de reconnaître que notre système de santé est à l'agonie et qu'il faut tout casser. Et moi, j'ai ouvert, je me suis permis, je voterai pas pour un candidat, je voterai pour un programme. Et en ouvrant les programmes, vous vous rendez bien compte que du sommet de l'État jusqu'en bas, il faut tout changer, supprimer les agences qui sont adhérentes au pouvoir de l'État, modifier les modes de gouvernance, permettre une égalité et un accès aux soins de tout le monde, donner aux territoires, que ce soit aux élus, que ce soit aux ONG, aux gens, aux représentants des structures de soins, la même voix et le même engagement. Donc il y a un vrai problème, mais là, j'aimerais bien que les candidats en parlent un petit peu plus, et moi j'ai ouvert et j'ai trouvé. Voilà, je voulais vous le dire tout ça. Ah non mais c'est bien, vous êtes cash, mon cher Richard, et vous dites les choses. Est-ce que par exemple, vous, sur la façon de consommer, ça a un petit peu changé avec la crise du Covid et les problèmes de souveraineté alimentaire que l'on évoquait tout à l'heure avec Éric Revel? Alors, je peux pas vous parler que mon expérience personnelle. Ce que je vois à l'échelle de Périgueux et dans bien d'autres endroits, c'est que les gens sont en train, parce que c'est des accès au territoire rural qui est un petit peu plus facile, les gens sont en train de s'organiser. Et les grandes enseignes vont permettre aux gens qui n'ont pas d'argent du tout d'accéder à ces produits. D'autres s'organisent en interne et s'organisent sur la base de nouvelles formes de commerce. Mais ça me fait plaisir, et en même temps, ce que je vois et qui est essentiel, c'est qu'il faut donner à chacun la possibilité de consommer. Et on ne devrait plus dire c'est une consommation bio. La consommation bio devrait être la consommation de base, mais la consommation devrait être affichée consommation avec pesticides. C'est-à-dire il faudrait tourner la chose inversement. Et à ce moment-là, vous donneriez de la valeur. Et même si notre budget augmente un petit peu en termes d'agriculture, on va le diminuer sur autre chose et on va faire cet effort-là. Et demain,
on sera moins malade, et si on est moins malade, on consommera moins de ressources de santé. Ouais. Vous voyez, c'est un système qui se mord la queue aujourd'hui. Ouais, complètement. Une préoccupation environnementale dans ce que l'on a, majeure, et dans ce que l'on a dans notre assiette, et puis la façon de produire également. Merci pour votre témoignage. D'autres appels au 0826 300 300. On a des appels ou pas? Je suis pas tout à fait. Amélia de Corrèze. Voilà. Amélia, on fait le tour de France là. Bonjour Amélia. Bonjour Amélia. Amélia? Oui. Oui, vous avez la parole, vous êtes avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous vouliez réagir sur quel sujet en fait, Amélia? Alors déjà, bonjour à tous. Oui, je suis d'accord avec le monsieur qui vient de parler. Oui. Donc je voulais déjà réagir. Moi j'ai entendu un candidat parler de l'agriculture, c'est monsieur Jean Lassalle. Oui. Voilà, je voudrais dire aussi que moi j'ai toujours vécu à la campagne, mes parents ont travaillé dans une ferme, et il faut faire la différence entre les agriculteurs qui sont éleveurs ou laitiers, et les céréaliers qui eux spéculent et qui ont des revenus nettement plus élevés. Ah oui, non mais c'est vrai, ce sont deux mondes, Amélia. Ouais. Donc ça fait monter la moyenne des revenus des agriculteurs quand on fait une moyenne sur la France. Mais il faut savoir que nous, parmi nos amis, nous avons des agriculteurs. J'ai connu ça toute mon enfance. Les gens travaillent beaucoup, sont debout très tôt, sont couchés très tard, n'ont pas de week-end, pour des salaires mais misérables. Bon, voilà. Et certains qui s'interrogent s'ils doivent continuer ou pas, quoi. Bien sûr, dans ces conditions, énormément sont dégoûtés, même s'il y a une volonté peut-être de retour à la campagne. Mais enfin bon, ça bien souvent c'est une volonté quand on ne connaît pas la situation précisément, et quand on arrive en fait dans une ferme et qu'on s'y lance. Alors là, c'est plus complexe que ce que l'on peut dire en fait dans les médias bien souvent. Hein. Exactement. Là, on a encore lu un article il y a quelque temps. Les gens travaillent, les agriculteurs sont dans les villages, implantés dans les villages. Vous avez des nouveaux arrivants qui font des procès parce que les vaches, ça pue. Enfin, on marche sur la tête, quoi. Et ce que je voulais dire également, c'est qu'il y a quand même une politique européenne qui empêche les gens de travailler. Quand on dit nos gouvernants devraient ceci, devraient cela, l'Union européenne met des obligations. Les gens ne peuvent plus cultiver ce qu'ils veulent, ne peuvent plus cultiver les quantités qu'ils veulent. On leur donne des subventions pour maintenir leur surface en jachère. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai entendu que l'Union européenne allait autoriser à cultiver les jachères. Mais pourquoi l'Union européenne? Si on veut être souverain, si on veut être autonome, faut arrêter d'obéir à l'Union européenne. Oui. Éric Revel, est-ce que vous avez des éléments à apporter à l'interrogation d'Amélia par rapport à la politique européenne? Alors, des quotas, là, en l'occurrence, ce sont sur les terres en jachère. Il y a eu les quotas laitiers, il y a eu les quotas aussi sur les terres. Hein. Oui, il y a une nouvelle politique agricole commune qui est en égo et qui va être mise en place. Alors, c'est sujet à beaucoup de discussions, beaucoup de polémiques, comme souvent, quand on parle d'une nouvelle politique agricole commune. Mais ce qui est juste, quand même, c'est que on transpose en permanence dans le droit national, et notamment français, des directives européennes qui nous imposent, certains règlements, certains niveaux de pollution. Alors certains s'en réjouiront quand même, mais c'est vrai qu'il y a une partie des règlements agricoles qui finalement viennent de Bruxelles, sans parler de la politique agricole commune, qui est à la fois évidemment une mesure financière globale très importante de soutien à notre agriculture, mais qui est aussi parfois dénoncée parce qu'elle peut entretenir ou elle peut décider, cette politique agricole commune, d'arrachage, de mise en jachère de sol, avec des répartitions qui sont parfois sujettes également à caution. Donc c'est vrai que Bruxelles a un point important. Je voulais aussi préciser une chose, c'est que vous avez raison, les grands céréaliers de la Beauce, par définition, sont pas logés à la même enseigne que les petits éleveurs d'ovins ou de bovins d'Ardèche ou de Corrèze. C'est tout à fait juste. C'est pour ça que je donnais tout à l'heure un revenu moyen, mais ce qui est très significatif pour nos éleveurs ou nos agriculteurs, encore une fois, c'est que par définition, un revenu moyen, ça agrège et ça lisse les différentes difficultés et aspects du problème, mais un tiers seulement provient
de leur activité agricole, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que c'est eux qui nous nourrissent, vous voyez, et on est en train de dire que c'est des gens qui sont payés 500, 600 euros par mois. C'est ça qu'on est en train de dire. Et là, il y a quand même un problème énorme. Oui, absolument. Autre appel, 0826 300 300. Ouais, c'est Nathalie qui nous appelle de Haute-Vienne. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour à tous. Donc je vous appelle, moi je ne suis pas du milieu agricole, enfin je suis fille et sœur d'agriculteurs et je suis infirmière. Et j'appelais juste pour témoigner de leur quotidien. Donc mon papa, c'est un agriculteur des années 70 qui s'est installé en écoutant, en suivant les politiques qu'on lui imposait. Donc c'est-à-dire, il s'est agrandi, productivité, tout ça. Donc ça a été très compliqué, l'endettement. On a eu des années très difficiles. Hein. Je me souviens d'une enfance difficile au niveau des moyens financiers. Mon frère et ma sœur ont repris l'exploitation, donc ils ont rétro-pédalé. Là, ils sont en conversion bio, mais je m'aperçois qu'ils sont pas mieux. Les banques ne suivent pas. Hein, c'est compliqué. Hein, c'est quel genre d'exploitation? Ça fait quoi, une cinquantaine d'hectares à peu près? Non. Alors ils étaient 4 sur 200. Ah oui, d'accord. Ma maman est malheureusement décédée en activité. Mon père a pris sa retraite. Donc là, ils se retrouvent à 2. Ils travaillent tout le temps. Quand je compare mon niveau de vie au leur, limite, je me sens mal à l'aise. Hein. Alors que les infirmières ont dit que vous n'êtes pas très bien rémunérés, quoi. Donc, alors, on imagine le gap. Non, je suis pas. Non, mais mon frère n'a pas les 500 euros par mois. Hein. Non, mais c'est dingue. Il n'a pas les 500 euros et c'est du lundi au dimanche soir. 6 heures, il est déjà au travail, 20 heures, il n'a pas fini. Donc, il est assez bête. Mais je pense qu'il y a une grande résignation du milieu agricole. Parce que tous les combats, ils n'ont jamais été écoutés, ils sont résignés. Après, dans les campagnes, je vois bien qu'il y a un désamour aussi. Moi, je travaille sur la même commune qu'eux, je vois bien que ils sont plus aussi aimés qu'avant. Pourquoi à cause de l'écologie, l'environnement? Je pense qu'il y a une question d'écologie et il y a aussi les gens qui supportent pas les nuisances agricoles. Vous voyez, les odeurs. Bien sûr. Compliqué. Les routes qui sont sales. Parce qu'on passe avec les gros tracteurs, bien sûr, évidemment. Mais est-ce qu'ils ont le choix Parce que moi, je n'ai pas les chiffres, mais combien de gens travaillaient à la campagne avant? Maintenant, il n'y a plus de bras. Moi aussi, le tracteur, des fois, je dis à mon frère, est-ce que c'est nécessaire? Parce que moi aussi, j'ai un autre regard. Et il me dit souvent, mais qui va faire le travail? Je suis tout seul, il faut que ça aille plus vite. Ça, oui. Moi, j'arrive à comprendre, mais bon. Témoignage très intéressant. Merci Nathalie. C'est Nathalie, je crois. Merci Nathalie. Bien écoutez, nous allons continuer d'en parler. Merci Eric Revel, Elisabeth Lévy, qu'on n'a pas encore vu sur un tracteur. Je voudrais bien voir Elisabeth Lévy sur un tracteur. Écoutez, j'ai déjà essayé un tank, alors un tracteur. Juste Patrick, si je peux rajouter quelque chose après ce témoignage vraiment très clair et très impressionnant, c'est que regardez la cohérence de la société française quand même. Vous avez, alors je vais caricaturer pour faire passer mon message, mais vous avez une partie de ce que j'appellerais les bobos des grandes métropoles qui ne voient que par le commerce bio, que par le commerce de proximité, mais parfois ce sont les mêmes quand ils vont en campagne, qui trouvent que les routes sont sales, que le coq fait trop de bruit quand il chante le matin, et qu'il y a trop de mouches autour d'une étable, vous voyez. Donc, non mais c'est ça aussi la réalité. C'est un peu caricatural, mais pas tant que ça, Laurence. Moi j'ai plein d'exemples en tête de gens qui disent, non mais moi les gars, j'achète bio, vous comprenez, je ne veux pas polluer la planète, j'achète plus de mangue d'Argentine, je fais du commerce court, mais quand ils vont, moi je les ai vus arriver dans nos provinces, qui disent, mais attendez, mais c'est normal, les mouettes sur le clocher de l'église, ça fait un peu de bruit le matin, et le coq, c'est vraiment obligatoire qu'il chante. On peut pas le mettre en on. Oui, madame. Les odeurs. Voilà. Et les odeurs, les mouches autour d'une étable. Ou les bousses de vaches sur les routes. C'est la campagne. Il y a une écologie qui ne supporte pas les activités humaines en réalité, qui trouvent que l'homme c'est vraiment très mal et que la nature ce serait super sans humain. Merci en tout cas pour vos témoignages, et ce n'est pas fini parce qu'on va continuer d'en parler. Banlieue et campagne, les oubliés de la présidentielle, avec nos invités. Nils Planel, expert en innovation sociale et qui a sorti un essai passionnant, Là où périt la République, et Nadir Kaya, responsable associatif, président de Banlieue Plus, et bien sûr vos appels au 0826 300 300 sur Sud Radio, les 9h33.